Bonjour, alors bienvenue à la conférence du Conseil canadien de la commandite. Petit rappel, si jamais vous avez des questions au courant de la présentation, juste utiliser le Q&A ici dans le menu. Avant de passer au contenu, on voudrait remercier les commanditaires nationaux du Conseil canadien de la commandite. Puis vous rappeler qu'il existe un canal sur LinkedIn on a la chance d'avoir Marie-Josée Brunet parmi nous qui s'occupe de nos communications. Alors, si vous n'êtes pas déjà membre du chapitre Québec sur la page LinkedIn, je vous invite à vous abonner. Chacun des événements est posté, est affiché sur cette page-là. Inscrire à l'agenda, le prochain événement, la prochaine conférence va être sur l'heure du lunch le 22 octobre. Alors, si vous voulez réserver la plage horaire, on va vous transmettre le détail dans les prochaines semaines. Puis finalement, le 24 septembre, la version virtuelle du prix canadien de la commandite qui a malheureusement dû être annulée, là, qui devait se tenir au mois d'avril. Alors, les gens les gagnants du prix canadien de la commandite vont être connus le 24 septembre. Vous pouvez aller sur le site web du Conseil canadien pour vous inscrire. On a bien hâte de voir les gagnants. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Luc Normandin qui a organisé la rencontre aujourd'hui puis qui va servir de modérateur pour la présentation. Oui, merci Francis. Vous m'entendez bien? C'est bon? Mm-hmm. Cool. Bonjour à tous. Bienvenue aujourd'hui. On est ici pour se parler en toute intimité avec des acteurs du milieu culturel et de la commandite pour une édition spéciale. Aujourd'hui, je voulais parler avec des gens qui ont créé des concepts un peu plus uniques grâce aux opportunités que la COVID-19 nous aurait données. La première intervenante qui va venir discuter avec nous d'un projet vraiment fantastique, ça va être Nadine, la directrice du festival Montréal complètement de la TOU. Et je vais partager mon écran tout de suite, Nadine, et tu vas pouvoir commencer. Donc, en théorie, c'est partagé, ça devrait fonctionner. OK, c'est beau, je peux y aller. Alors, oui. Bonjour. Bonjour tout le monde, je ne vous vois pas, je suis ravie. Merci de m'accueillir à cette présentation, puis je suis ravie de partager avec vous l'expérience de cette aventure assez inédite de créer un festival original, inédit en cette période de COVID. Alors, c'était vraiment, c'est sûr que c'est une expérience riche et en même temps par moments déstabilisante. Mais avant tout, avant de vous présenter cet événement qui s'appelait Montréal Presque Cirque, qui est issu de Montréal Complètement Cirque. Notre festival s'appelle Montréal Complètement Cirque. Je vais vous donner, il y en a peut-être qui ne le connaissent pas, même si tout le monde devrait le connaître, mais je vais vous le présenter. Montréal Complètement Cirque, donc, la version originale, ça a été créé en 2010 et c'est le premier festival international des arts du cirque en Amérique du Nord. Ça a été créé en 2010 avec les grands joueurs cirque de Montréal, c'est-à-dire les Sept Doigts, Éloise, le Cirque du Soleil, la TOU, pour créer un grand rassemblement, un rendez-vous de la planète cirque au mois de juillet à Montréal. Pourquoi? Parce que les compagnies de cirque, en temps normal, sillonnent la planète avec font des tournées à travers le monde. Et là, on voulait qu'au mois de juillet, ça soit le contraire. On accueille chez nous plusieurs troupes de cirque de partout québécoises et de partout dans le monde pour vraiment faire connaître les arts du cirque contemporain qui sont encore méconnus, faire connaître au public montréalais, canadien et beaucoup aussi aux touristes. Donc, ce rendez-vous-là a été créé pour faire connaître, puis créer aussi une vitrine pour les compagnies québécoises vers l'international parce qu'on a créé aussi un marché. Donc, c'est l'objectif de ce grand rendez-vous-là, un festival sur 10 jours qui présente une programmation extérieure gratuite et une programmation en salle. Avant de vous en dire plus sur le contenu de la programmation, on va vous montrer une petite vidéo qui donne une image, une idée de ce que ça peut être. Voilà, Luc, tu peux démarrer la vidéo.
Bon, voilà. Donc, c'est vraiment une brève vidéo, mais qui vous donne une idée un petit peu de cette programmation-là. Donc, le festival, donc moi, complètement ça, qui est un événement, un festival dont le maître d'œuvre est la TEU, cette salle formidable dans le nord de Montréal qui est une maison de cirque. Alors, donc, ça comprend quoi, Montréal complètement cirque? Vous avez vu un peu, là, mais pour comprendre plus clairement, il y a une programmation en salle, une programmation extérieure. Programmation en salle qui accueille des spectacles du Québec, du Canada, mais de partout dans le monde, de France, Autriche, Grande-Bretagne, Finlande, Italie. Et l'idée, c'est vraiment de donner au public un coup d'œil de qu'est-ce qui se fait en art du cirque contemporain à travers la planète. Donc, on présente différentes compagnies de cirque, différents spectacles très diversifiés. Souvent, on s'imagine que le cirque, c'est tout pareil, c'est juste des numéros d'acrobatie. C'est complètement faux, c'est parce qu'on n'a pas encore découvert ce que c'est. Le cirque, il y a une mise en scène, il y a une dramaturgie, il y a des histoires et ça varie d'un spectacle à l'autre. On peut en avoir 12, ils vont être 12 différents. Et c'est toujours la rencontre du cirque avec différentes formes d'art. Ça peut être le cirque et la musique, la danse, le théâtre, l'humour, la variété. C'est complètement diversifié. Ça s'adresse à un très large public et donc, notre but, c'est de faire découvrir, partager ces moments exceptionnels qui sont tout à fait émouvants, surprenants et où vraiment, c'est là qu'on voit l'audace jusqu'où ces athlètes formidables, ces artistes se dépassent, vont au bout de leur capacité pour nous faire découvrir vraiment des images formidables. Donc, ça, c'est la programmation en salle qui a lieu, il y a au pôle TEU, il y a la TEU dans la très belle salle circulaire, dans des chapiteaux aussi à la TEU, mais aussi au centre-ville. On a comme 2 pôles. Au centre-ville, c'est concentré autour du pôle quartier latin du quartier des spectacles, c'est-à-dire la rue Saint-Denis, des spectacles au Théâtre Saint-Denis, à la salle Pierre-Mercure, des petites salles de l'UQAM. Et si on manque de salles, bien, on peut s'étendre un peu, aller au Théâtre de Quat'Sous, aller à l'Espace Go. Mais vraiment, on cherche à avoir un lieu où plusieurs théâtres présentent des spectacles. Et donc, les gens, quand ils sortent, bien, là, se retrouvent dans la programmation extérieure. Programmation extérieure gratuite qui a pris une envergure incroyable depuis 10 ans. On s'est approprié ce territoire-là, qui est la rue Saint-Denis, la place Émilie-Gamelin. Et là, notre idée, ça a été vraiment d'arriver avec une signature propre. Les arts du cirque, ça ne se prête pas juste à mettre des scènes, à présenter des spectacles, mais on voulait vraiment créer une façon d'habiter la rue. On a donc envahi l'espace urbain, l'architecture, présenter des numéros sur les toits, les balcons, un peu partout dans la rue pour vraiment surprendre les gens, les amener ailleurs, les faire voyager, leur procurer des moments d'émotion, de surprise, parfois de peur. Mais ce qui fait que ça transforme la rue Saint-Denis en une espèce de vaste chapiteau à ciel ouvert, où il y a des numéros un peu partout. Et il y a aussi des créations, comme ce qu'on a fait avec les Minutes complètement cirque, qui est une 40aine d'artistes qui envahissent la rue dans une mise en scène. Ça paraît improvisé, mais il y a vraiment une mise en scène qui les dirige un peu partout et qui nous font découvrir des numéros, que ce soit sur un trapèze, sur un toit. Notre attention est appelée un peu partout pour nous surprendre et, comme je disais, nous émouvoir. Puis aussi, donc ça c'est sur la rue Saint-Denis, et aussi à la place Émilie-Gamelin, qui est une très grande place, on voit l'image d'ailleurs, on peut rester là-dessus, là. Cette place-là qui était en manque d'amour, qui était assez abandonnée, et en collaboration avec le quartier des spectacles, on l'a vraiment revitalisé, et à chaque année, on présente là un spectacle de grande envergure, un spectacle dans une mise en scène qui regroupe plusieurs artistes, des éléments en hauteur, des éléments plus près des spectateurs, mais avec une musique, un visuel qui vraiment crée quelque chose de très, très impressionnant. Et tout ça, même si c'est très vaste, on réussit aussi et dans la rue Saint-Denis. Et là, ce qui est très important pour nous, c'est d'avoir un travail en proximité
avec le public, d'être près des gens. De parfois, quand je parlais des minutes complètement cirque et des artistes, des fois, ils interpellent carrément le public, ils vont les surprendre, ils vont les prendre, les monter sur leurs épaules et ça fait des moments de joie, de plaisir. Ce qui nous ravit le plus, c'est de voir à quel point les gens sont surpris, mais sont heureux de participer à cet événement-là. Alors, ça permet aussi la programmation extérieure de rejoindre un beaucoup plus grand public, évidemment, que la programmation en salle, et de développer le public, de faire découvrir les arts du cirque. Il y en a, on se rend compte, c'est la première fois qu'ils voient ça, mais après, l'intérêt, c'est qu'on ait envie qu'ils viennent aussi découvrir les spectacles en salle, évidemment. Donc, ça résume au pôle quartier latin du quartier des spectacles, qui est vraiment notre territoire au centre-ville. C'est là aussi qui est une vitrine parce qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent. D'année en année, on en a davantage. On s'aperçoit aussi que ces images-là sont véhiculées par Tourisme Montréal, Tourisme Québec, pour vraiment, ça fait partie, et ça, c'est très important pour nous. Dès les premières années, on s'est inscrit dans le paysage culturel de l'été montréalais. Ça fait partie des grands événements et des grands rendez-vous. Donc, on construit à partir de ça, mais à chaque année, il y a l'idée d'innover, d'aller plus loin, de surprendre davantage. Dans l'extérieur, il y a aussi, en dehors de ce quartier-là, on fait une tournée des quartiers montréalais. On va dans une dizaine de quartiers, un peu partout au centre-ville, amener le cirque chez les gens. On dit, on va chez vous, vous faire découvrir le cirque pendant quelques heures. On va dans un parc, on s'adresse aux familles et il y a à ce moment-là spectacle, activités participatives, vraiment quelque chose qui rejoint les gens chez eux de plus près. Ça résume un peu la programmation de Montréal complètement cirque en temps normal. À ça s'ajoute le MIC. Le MIC, qui est très important, c'est le marché international du cirque contemporain, c'est-à-dire que c'est un marché où on rencontre, on invite des diffuseurs du monde entier, des artistes, à se rencontrer, à découvrir les arts du cirque. Et c'est une vitrine pour les troupes montréalaises, québécoises, canadiennes et étrangères pour présenter leur spectacle à des diffuseurs du monde entier. Et ça a un énorme succès. On a des diffuseurs de partout dans le monde qui viennent et ça a permis à des troupes comme par exemple le Cirque Alphonse ou les Sept Doigts ou d'autres, à partir d'une création festival, de faire une tournée à travers le monde pendant 3 ans, 4 ans. Il y a des échanges, il y a vraiment beaucoup d'ateliers de présentation, de showcase. Ce marché-là prend de l'ampleur à chaque année. Donc, ça résume, je ne vais pas plus loin là-dessus, je pense que ça résume bien notre événement qu'on a construit depuis 10 ans, qui connaît une croissance formidable, qui est passé de 50 000 visiteurs la première année à presque 500 000 en 2000, qu'est-ce que je vais dire, en 2019, oui, parce que là, on est en 2020. Donc, en 2019, qui était notre 10e anniversaire. Alors, voilà, on se préparait, on était prêts, on avait déjà les troupes réservées des créations québécoises pour l'édition 2020. Vraiment, tout était en marche. On savait bien qu'il y avait un virus qui se promenait quelque part, mais ça nous paraissait, comme à beaucoup de monde, très, très loin de nous. Puis voilà que le 15 mars, ça a frappé, tout a arrêté. Ça a été le choc pour tout le monde. Nous, on s'est cru naïvement un peu protégés. On s'est dit, mon Dieu, au mois de juillet, on a le temps. Mais rapidement, on s'est vu que non, ce serait impossible. Puis le 7 avril, vraiment, on a annulé notre événement. La mort dans l'âme, comme tous les autres, c'est toujours triste, mais on n'avait pas le choix, c'était inévitable. Il y a un communiqué qui est envoyé à tout le monde et puis voilà, c'était annulé. Rapidement, on s'est retourné, on s'est dit, on ne peut pas rien faire. C'est pas vrai, la ville était morte, la ville était déserte. Bon, vous vous rappelez tout le monde, pas besoin de faire de description, mais on s'est dit rapidement, non, on veut faire quelque chose, on veut être présent. On avait des partenaires qui nous accompagnaient, c'est important de le dire. Les gouvernements, que ce soit fédéral, provincial, la Ville de Montréal, ont maintenu leurs subventions et notre partenaire présentateur, comme on le voit, l'Auto-Québec, ainsi que nos partenaires médias comme la presse et Radio-Canada, étaient toujours présents. Et on a senti le besoin et l'intérêt de nos partenaires du milieu cirque de créer, de s'adapter, de servir de cette opportunité-là pour inventer, pour s'adapter et offrir quelque chose au public. Nos objectifs, c'était vraiment de maintenir le dialogue avec le public, de dire qu'on est là, on veut leur parler, de faire travailler les artistes qui, là, vraiment étaient, comme les artistes de toutes les différentes formes d'art, étaient
dans le vide avec rien, donc de les faire travailler, puis de contribuer à animer l'espace urbain, à amener de la vie dans la ville. Donc, notre équipe rapidement s'est penchée là-dessus, on a brainstormé, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est évident qu'il y avait plein de contraintes, on ne pouvait pas aller dans les salles, on oublie les spectacles en salle, on s'est dit donc, on veut animer l'espace urbain à la mesure de ce qu'on a, j'en parlerai après, là, des enjeux, à la mesure de ce qu'on peut faire, de ce qui est permis, mais il y avait un grand désir de la Ville de Montréal aussi qu'on l'anime, la Ville. Donc, on a créé, on a dit, on va faire une programmation extérieure. Donc, dans notre site, sur notre site au quartier des spectacles, la rue Saint-Denis. Donc, on a créé là, évidemment, comme d'habitude, entre guillemets, des performances sur différents lieux, sur des toits, des balcons, tout ça, mais tout ça en format très réduit. Mais la particularité pour rejoindre le public de cet événement qu'on a appelé Montréal Presque Cirque, c'est qu'on a créé, on a produit une série documentaire, une série de 8 courts-métrages à partir de ces performances-là, qui s'appelle Au hasard de la ville. Et là, c'est la façon de rejoindre le public parce qu'évidemment, dans les rues, on ne pouvait pas l'annoncer, donc il n'y avait pas beaucoup de monde. Le but, c'était vraiment de produire cette série de 8 courts-métrages avec vraiment chaque performance. Il y avait une performance sur le toit du Saint-Denis, une autre ici, le long, comme on voit devant une murale. Il y en avait dans la rue, il y en avait sur les toits, il y en avait sur les balcons. Mais chaque performance, c'était une histoire. C'était une petite histoire, c'était pas juste un numéro, c'était une petite histoire qui racontait l'aventure d'artistes de cirque avec un personnage central, une balayeuse de rue, qu'on peut l'appeler, qui, elle, faisait le lien, faisait le fil rouge entre toutes ces histoires-là. On peut les voir, elles sont diffusées dans le moment, elles sont sur tout.tv, donc c'était le grand avantage d'avoir ce côté numérique qui permet de vivre, de rejoindre plus de gens, d'être là pendant toute l'année et aussi d'être présent dans la rue, d'apporter de la vie. Et ça a été vraiment formidable parce qu'on avait donc ce tournage-là. La rue était vraiment transformée en plateau de tournage pour tourner les 8 courts-métrages. Après, on a présenté aussi pendant quelques jours des... attends un petit peu avec cette image-là parce que là, on n'est pas dans la même... OK. Puis, donc, on a présenté des performances surprises dans la rue, accompagnées d'orchestres, comme on voit, pour la première fois, d'un trio de musiciens de l'Orchestre symphonique de Montréal. C'était vraiment génial. Eux aussi avaient le besoin de travailler. Donc, on a créé une collaboration entre nos artistes de cirque et les musiciens. C'était une première, puis ça a été formidable. Ça a fait des moments de magie dans la rue. Alors, ce qui est le grand bonheur, c'est que les artistes étaient ravis. Ils nous remerciaient de leur permettre de pratiquer leur art. Le public qui était là, qui n'était pas nombreux, puisqu'on ne pouvait pas l'annoncer, mais qui était sur les terrasses, qui circulaient, on voyait des sourires, on voyait des gens heureux, ravis de retrouver un peu de vie. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé dans le quartier latin avec ce tournage et cette présentation de numéros. Puis, parallèlement aussi, on a présenté dans les quartiers quelque chose d'absolument réjouissant et qui s'appelait Bonheur mobile. Il porte très bien son nom. C'est une initiative qui a été lancée par différents joueurs cirque, c'est-à-dire le Cirque Alphonse, Patin Libre, Flip Fabrique. Et c'est un déambulatoire, une parade de réjouissante avec la musique live, une douzaine d'artistes qui sillonnaient les rues, une auto transformée en plateau avec une planche sautoir. Là, c'est le temps. Tu peux y aller. Alors, il y avait une thématique. Là, ce qu'on voit, la thématique, c'était le hockey. Il y avait une autre thématique, c'était le camping. C'était ravissant, drôle, réjouissant. Eux s'amusaient, les artistes, mais aussi le public. Alors, comme vous voyez, un numéro de planche sautoir sur un flatbed, un camion plat. Et on est allé dans différents quartiers. On est allé au quartier des spectacles et pour la première fois, on a relié l'Ouest, c'est-à-dire la place des Arts, place des festivals, jusqu'au quartier latin. Puis on est allé dans différents quartiers, comme là, à Montréal-Nord ou alors à Saint-Michel. On était vraiment dans les quartiers, les rues où les gens sortaient sur les balcons. Là, on était sur la rue Sainte-Catherine. C'était des atmosphères complètement différentes. Mais encore une fois, une proximité, une rencontre avec le public, un dialogue qui s'établissait entre les artistes et le public. La musique était formidable à tel point que les gens suivaient en dansant parfois, tout ça. C'était vraiment des très, très beaux moments. Alors, voilà, on l'a fait.
On a été ravis, ça a été sur une dizaine de jours. Ça vit encore grâce à notre série et grâce à notre partenaire Radio-Canada, notre série Au hasard de la ville, je le répète parce que je vous invite à aller la voir. C'est vraiment des petits moments magiques et c'est le cirque et la ville comme vous ne l'avez jamais vu. Il y a des points de vue vraiment formidables. C'est un concept, une réalisation de Brigitte Poupard que vous connaissez peut-être. Maintenant, on l'a fait, mais comment ça s'est fait? C'était quoi les enjeux? Évidemment, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour les équipes, comme tous ceux qui ont fait des événements comme ça, de travailler à distance, en télétravail. Ça va quand on fait du développement, de la planification, mais quand on est en production, c'est difficile. Donc, rapidement, on s'est trouvé un lieu pour se rassembler, mais c'était de travailler sous un autre mode, de s'adapter, de travailler différemment. Ça crée des frustrations, la communication n'est pas la même, mais il faut découvrir d'autres façons de travailler. Il y a le bon côté où on doit... Vous voyez, regardez comme ils sont vraiment sympathiques. C'est nos artistes de bonheur mobile. Donc, oui, les enjeux, ça a été ça. L'adaptation aux mesures sanitaires, évidemment, on avait une spécialiste. On était vraiment, pour nous, c'était primordial d'être extrêmement prudent, de porter le masque, la distanciation pour le public, pour les artistes. On a été très, très vigilants. Tout a bien été, aucun problème. Évidemment, la grosse pression, ça a été aussi l'obtention des permis. Parce que la Ville avait beau vouloir qu'on anime, mais en même temps, on n'avait pas les permis. Donc, au début, les artistes devaient répéter. Et on a eu le permis pour répéter le vendredi alors qu'il commençait le lundi. Pour nous, c'était vraiment très angoissant parce que s'ils ne répétaient pas, on ne pouvait pas faire l'événement. Après ça, le permis pour tenir l'événement, on l'a eu, c'est vraiment très, très limite à la dernière minute. Mais l'important, c'est qu'on les a eu, les permis. Pour la Ville, ils nous ont beaucoup dit qu'on était un projet pilote. On était un peu le premier événement à se tenir comme ça. Tous les autres événements, jusqu'à ce moment-là, étaient numériques. Là, maintenant, il y en a en live, mais on était le premier à être à la fois numérique et réel. Et donc, la Ville... et le quartier des spectacles nous ont pris comme projet pilote. Et puis, on est ravis parce qu'ils nous ont dit que tout avait bien été, qu'ils étaient contents de leur côté. De notre côté, on s'était bien conformé aux règles. Puis, ça a eu du succès. Les gens étaient heureux, le public était heureux. Alors, une des plus grandes contraintes extrêmement frustrantes, c'était de ne pas pouvoir l'annoncer parce que oui, on fait un communiqué, on dit aux gens, on a un événement, mais, et ça, c'était une règle stricte de la part de la Ville, des mesures sanitaires, impossible de dire où, à quelle heure, de donner des rendez-vous publics parce qu'à ce moment-là, on aurait fait un rassemblement et c'était interdit. Alors, quand on fait des communications, c'est pas à ça qu'on est habitué. On est habitué de le dire, de l'annoncer. Là, c'est impossible, mais c'était le jeu, c'était comme ça qu'il fallait faire. Puis, on se demandait qu'est-ce qu'on aurait, nos attachés de presse aussi se questionnaient beaucoup, comment on va faire pour faire parler de l'événement. Finalement, on a eu une couverture de presse exceptionnelle, très bien reçue. On a beaucoup parlé de notre événement, donc on est content, ça a fait rayonner, ça a maintenu le dialogue avec le public, on a fait travailler les artistes, puis ça vit encore pendant cette année-là et nos partenaires sont très contents, très satisfaits. Puis aussi, c'est les apprentissages que ça dégage. On a exploré par ces contraintes-là, on a exploré des nouvelles formes et on a beaucoup appris. On a découvert plein de choses et c'est sûr qu'on va se nourrir de ça pour le futur. Il y a des choses qu'on va garder, qu'on va explorer différemment. On a beaucoup appris, puis ça c'est pas quelque chose qu'on va mettre de côté. Ça va nous servir pour les prochaines éditions. La série, c'est sûr que la télé, on avait exploré avec un documentaire l'année d'avant. C'est quelque chose qu'on veut continuer à développer. On veut développer des formes qui s'adaptent bien pour la télé ou où on peut rejoindre un public intéressant. Donc, beaucoup d'apprentissage, belle expérience, très intense. Puis, on est content. Maintenant, on attend. C'est sûr qu'on se tourne vers 2021. C'est encore... on ne sait pas, c'est encore l'incertitude. Nous, on a le grand désir de retrouver tout le monde en chair et en os l'année prochaine, mais on ne peut pas dire encore comment on va pouvoir le faire. On va se servir de nos apprentissages, on va développer différents scénarios. Puis là-dedans,
C'est sûr que les partenariats sont hyper importants, que ce soit des partenariats de commandite, je veux dire le partenariat avec l'Auto-Québec, nos subventionnaires, le quartier des spectacles qui nous a soutenus, qui a été là tout le temps, et avec d'autres compagnies, je parlais de l'OSM, les partenaires, on doit travailler ensemble. Et c'est essentiel pour arriver à livrer l'année prochaine, les autres années, nos partenaires commanditaires vont être extrêmement importants parce que c'est sûr, on ne se le cache pas, ça va être difficile, il ne faut pas faire semblant, ça va être difficile encore. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment, jusqu'où on va aller. Est-ce qu'on va faire une vraie édition? Est-ce que ça va être un mélange de... Ça va être évolutif pour quelques années? On va s'adapter, on va continuer d'inventer, on va continuer de relever les défis. On va être là, c'est sûr qu'on va être là. Puis on espère vous rencontrer vraiment en chair et en os. Voilà, c'est mon histoire et notre histoire. J'espère que c'est complet, mais je suis disponible pour plein de questions. Merci Nadine, c'est super apprécié. C'était vraiment, vraiment intéressant. Je t'invite, comme je te dis, à rester un petit peu avec nous. On va passer à notre prochain conférencier. On a déjà quelques questions. On va attendre juste à la fin du dernier conférencier, puis on va tous les poser d'un coup parce que je pense qu'il y en a qui peuvent s'associer aux deux. Mais merci beaucoup, beaucoup Nadine, c'est super apprécié. Puis je vais laisser dans ce cas-là la parole à mon deuxième conférencier, qui est Jean-François Grenier, vice-président service à la clientèle de Mosaïque, pour venir nous parler du projet qu'ils ont réalisé pour les cinéparcs dans les épiceries Métro, en collaboration avec Métro, bien entendu. Jean-François, t'es bien des nôtres? Oui, tout à fait, je suis là. Vous m'entendez bien? Yes! Parfait, excellent. Alors, Luc, je vais prendre contrôle de l'écran et puis vous partager tout ça. J'en ai pour 10 minutes et bien heureux de vous partager notre aventure. Alors, dès que je peux vous partager l'écran, je vous présente tout ça. Oui, tu vas pouvoir voler les rênes et partager ton écran. Fait. Alors, voilà. Donc, en théorie, tu devrais... Oui, parfait. On te voit. Voilà, excellent. Bon, superbe. Alors, tough act to follow, Mme Marchand. J'espère que vous retirez tout autant avec ce que j'ai à vous présenter ce matin. Alors, écoutez, bien heureux, Jean-François. J'ai été beaucoup en événementiel. Depuis 8 ans, je suis chez Mosaïque. J'ai été embauché pour développer cette agence-là ici au Québec, qui était principalement à l'origine des forces de vente en sous-traitance. Et maintenant, on a ajouté tout le volet détail. On est extrêmement fort au détail. Donc, beaucoup d'entreprises qui nous demandent de faire des stratégies pour développer des stratégies de mise en marché ou des stratégies de marketing expérientiel. Puis, au centre de tout ça, au cœur de tout ça, bien sûr, c'est le contenu des marques, le contenu des événements, le contenu des promotions que nous faisons qui doit trouver écho chez la clientèle. Très large réseau. Je vous présente cela pour vous dire que, au Québec, ici, nous, on a l'avantage d'être un business unit à part. Alors, la beauté, c'est qu'on a accès à tout ce réseau-là, mais on a une certaine liberté. On n'est pas trop tenu à des consensus nord-américains et tout et tout. Donc, on a pu profiter dans le temps du COVID de cette souplesse-là. Donc, le contexte, c'est que, dans le fond, moi, j'ai une 60aine d'employés à Boisbriand et Montréal. On est principalement, je vous dirais, 80% de notre business, c'est l'alimentaire. Donc, le 15 mars en après-midi, on se retrouve avec beaucoup de programmes qui devaient être déployés dans le marché, dans des festivals. On devait être commanditaire, on devait faire de l'échantillonnage, on devait faire beaucoup d'opérations en magasin qu'on ne peut plus faire parce que tout d'un coup, les allées de magasins sont bloquées. Donc, on se retrouve avec beaucoup de produits, beaucoup de clients qui étaient prêts à lancer ces innovations-là et les faire connaître du public, mais sans moyens. Alors, j'étais sur une tribune, en fait, d'entreprises manufacturières et il y a quelqu'un qui présentait, en fait, à quel point les achats impulsifs étaient en très grande chute. Ça s'explique principalement parce que dès que le COVID a bloqué un peu l'économie, les gens n'allaient plus en épicerie en famille. Qui est un des principaux drivers des achats impulsifs. Donc, les enfants qui veulent les fameuses chips à telle affaire, puis la petite barre de chocolat qu'on s'accroche spontanément à la caisse. Donc, il y avait tout ce volet-là qui, tout d'un coup, était gelé.
Puis l'autre élément, c'est que les gens se sont mis, vous le savez, vous avez vu aujourd'hui, Sobeys avait 347% d'augmentation de ses commandes en ligne au Québec seulement, imaginez. Donc, tout d'un coup, quand on fait des achats en ligne, on est beaucoup plus raisonnable, on est beaucoup moins attiré par ce qu'il y a sur les tablettes parce qu'on voit notre facture augmenter à chaque fois. Donc, ça, c'était des contraintes avec lesquelles tout d'un coup, on devait fonctionner. Et il y a quelqu'un de mon équipe qui a simplement dit, écoutez, on devrait faire de quoi dans les cinéparcs. Et moi, j'ai simplement offert le lien de dire, bon, on devrait plutôt amener les cinéparcs dans les stationnements d'épicerie. De cette façon-là, ça nous permettrait de faire connaître et distribuer ces échantillons-là, ces nouveaux produits, convaincre des manufacturiers d'embarquer. Puis, de cette façon-là, ben, on offre un divertissement communautaire dans un environnement très facilement accessible. On ramène quelque chose de plus ludique parce qu'aller à l'épicerie en avril, en mai, en juin, en juillet, puis même quelques temps ces dernières semaines, c'est assez chirurgical. Donc, on voulait ramener quelque chose d'un petit peu plus, un contexte plus favorable. Alors, cette idée-là est très intéressante quand on la parle comme ça, mais vous comprendrez que chaque stationnement a des arbres, n'est pas configuré de la même façon, et tout, et tout, et tout. Donc, il y a énormément de contraintes logistiques qu'on a dû passer à travers. Le premier partenariat qu'on devait aller chercher, c'est un détaillant. Parce que sans détaillant, Oasis, qui veut bien faire du sampling de ses produits, ben, va pas le faire juste dans un événement communautaire. Ça prend un lien le plus direct possible dans ces circonstances-là avec une occasion d'achat. Alors, on s'est dit, si on amène les gens dans l'épicerie et que ça se tient dans le stationnement, ben là, on est plus proche des ventes et on peut aller chercher des meilleurs budgets. Donc, on est donc arrivé à convaincre Métro d'embarquer. Alors, Métro mettait financièrement une contribution, nous donnait accès à leur stationnement, donc par le push auprès des gérants, convaincre leur réseau à eux de l'intérêt de ce projet-là. Et le troisième, c'était qu'on faisait un partenariat pour dire on va approcher les entreprises. Donc, on ne leur demandait pas parce qu'ils étaient dans le jus complètement. On leur a juste dit, donnez-nous juste le droit d'approcher des entreprises et de dire qu'on fait un partenariat avec Métro. Et on a convenu des différents packages qu'on offrirait en termes de collaboration et on est allé au marché. Donc, on a autoproduit, ce qu'on n'avait jamais fait auparavant, une tournée de cinéparcs dans des stationnements d'épicerie qui aujourd'hui est rendue une propriété. C'est-à-dire qu'on a déjà beaucoup de demandes pour l'année prochaine. Je suis déjà en train de consolider les plans pour l'édition 2021 qui va être plus large. Donc, tout d'un coup, cette occasion-là qu'on avait ou ce cul-de-sac qu'on avait est devenu une opportunité. Donc, ici, petite image d'inspiration, ce qu'était notre vision, donc d'utiliser un espace sur deux dans les stationnements, faire en sorte que les familles viennent de façon sécuritaire. L'intérêt pour les villes aussi là-dedans, c'est que c'est un événement qui est silencieux. Donc, on n'a pas besoin de faire de bruit, on n'a pas besoin de déranger les voisins. Donc, on peut être dans le stationnement d'une petite épicerie dans telle communauté et on n'est pas en train de créer un festival ou de faire un événement rock. Donc, on est très, très, très discret. L'autre intérêt aussi, c'est qu'il y a des soirées où dans les épiceries, ça c'est des choses qu'on a pu découvrir avec cet événement-là, mais où il y a beaucoup moins d'achalandage. On le savait un peu, mais là, on a vu même par région qu'il y avait des lundis, mardis, par exemple, à Sainte-Agathe, où il n'y a pas personne dans les épiceries. Donc, ça fait l'affaire du marchand, tout d'un coup, d'avoir l'attention sur son commerce, alors que les jeudis, vendredis sont à proscrire partout au Québec. Donc, on fait nos événements le samedi et le dimanche, les lundis, mardis, mercredis, et on se promène comme ça. On a 8 semaines à compléter. Donc, c'est un petit peu porté justement par la recrudescence de cette idée-là des cinéparcs qu'on offre cette expérience-là aux familles québécoises. On a voulu l'événement entièrement gratuit parce que l'ensemble des partenariats qu'on est allé chercher trouvaient l'intérêt de donner généreusement un moment de répit aux familles pour dire venez voir, venez vivre un événement, puis un peu à l'image du moins
dans la même lignée que Complètement Cirque ou presque Cirque, l'idée d'aller vers les communautés est bien vue. Donc là, on avait quelque chose d'intéressant pour les partenariats. Donc, le ciné-parking, en fait, a été opéré par notre équipe entièrement. On est totalement autonome et on a convenu de faire 8 semaines cette année, 32 soirées ciné-parc qui sont réparties à travers le Québec. Vous pouvez aller voir sur cinémétro.ca. Et les gens, en fait, doivent réserver leur place à l'avance et on a des listes d'attente. Alors, vous savez que les événements qui sont gratuits, même si c'est très généreux, il y a toujours des no-shows. Donc, on a convenu de faire à peu près 130% de booking et de réservation pour avoir 100% de capacité. Et on est assez pile-poil. On est toujours autour de 98, 105% de show-up pour nos événements. Donc, on a une très belle ambiance. Les gens sont heureux de se présenter. Et l'intérêt commercial dans tout ça pour certains partenaires, c'était aussi de remettre les produits qui sont plus dans la catégorie d'indulgence, qui sont plus dans la catégorie des achats spontanés, de l'avant, les ramener à l'esprit. Alors, l'intérêt d'avoir des caramels, d'avoir des patiences qui ont des mix, même Oasis, des petits jus qu'on peut prendre de façon individuelle. Et vous allez voir comment on a intégré Point S là-dedans, c'était plutôt ingénieux. La capitale a été très intéressée immédiatement parce que vous savez qu'ils viennent de merger avec la SSQ et la capitale n'avait plus beaucoup de festivals, vous comprendrez, pour faire ramener de la considération pour sa marque. Donc, on lui offrait un beau véhicule. Et parlant de véhicule, sans mauvais jeu de mots, ben, la capitale, son principal marché, c'est l'assurance de véhicules. Donc, on avait aussi un lien assez direct avec l'essence même de notre concept. Donc, quand je parlais d'achat spontané, on a offert la possibilité d'avoir 5 partenaires qui allaient avoir l'exclusivité de la boîte cadeau qu'on allait remettre à tous les individus qui allaient se présenter. Ce qu'on voulait, c'était perdre le contrôle. Moi, j'ai 3 filles. Vous me dites, j'ai une boîte comme ça qui a à peu près, je vous dirais, 15 pouces de large par 12 pouces de profond. J'ouvre ça et j'ai 18 items de snacking à l'intérieur. C'est sûr et certain que je passe ça à l'arrière de la voiture. Juste le unpacking moment est incroyable, le dévoilement du contenu. Donc là, les filles, les enfants, c'est rempli de bonheur, c'est opulent, mais ça donne aussi la possibilité de remettre ces produits-là dans le bon contexte. Le contexte de on se gâte, on s'offre une petite gâterie. Donc, très bonne réponse. On a eu, vous comprendrez, beaucoup d'intérêt. Ça a joué un petit peu du coude parce que là, il y avait une opportunité basée sur les insights qu'on avait sur les consommations de produits impulsifs. Ici, une petite image un peu de comment on gère. Donc, vous voyez les boîtes sur la table à droite. Donc, c'est très attrayant. On a développé le visuel pour que ça soit vraiment percutant. Voilà. Donc, les gens, peu importe la quantité d'individus qu'il y a dans la voiture, on distribue une boîte par personne. Là-dedans, il y a rafraîchissement, désinfectant, il y a tout est là-dedans pour avoir une magnifique expérience. L'autre élément, c'est qu'on a dit qu'il faut laver les pare-brises. Donc, on a proposé au marché d'avoir un réseau de garage ou de vitres d'auto qui offre en fait le service de nettoyage de pare-brise avant la présentation. Donc, Point S lance une division de vitres d'auto. Donc, le timing était vraiment très bon, encore une fois. Donc, eux, ils sont devenus partenaires collaborateurs pour cet événement-là. Et à toutes les présentations, ben, on a des gens Point S qui font le tour de toutes les voitures de façon à pouvoir s'assurer que les gens aient une bonne expérience. Et ça permet d'avoir une interaction d'1 minute ou 2 avec chaque véhicule pour passer les messages clés. Donc, beaucoup de valeur pour Point S ici et un très beau moment. On voit dans les sondages que ça sort du lot, ces activités-là, ces activations. Également, à la sortie, quand les gens quittent le site, on les informe qu'on a aussi une autre surprise. Donc, on a regroupé 43 partenaires qui ont donné des produits qu'on met dans des sacs isothermiques et on a 2 sacs isothermiques par foyer. Donc, combien de personnes êtes-vous dans la voiture? Est-ce que vous vivez tous au même endroit? Ah, vous êtes à 3 adresses, on donne 3 fois 2 sacs.
Donc, les gens reviennent à la maison avec beaucoup de produits à découvrir à même leur foyer. Énormément de valeur tout d'un coup parce que là, on fait du household penetration, comme les Allemands disent. Donc, on est en mesure d'offrir la possibilité de rentrer dans le rituel des familles. Alors, beaucoup de valeur là-dessus, énormément de spontanéité de la part des participants, de dire « My God, c'est super, c'est très généreux ». Et bien sûr, à l'intérieur, bien, il y a un petit feuillet avec des coupons de façon à ce que tous les produits qui sont dans les sacs isothermiques ou qui ont été dans la boîte de snacking au début puissent être offerts selon certaines promotions en rabais chez Metro exclusivement, de façon à ce que les gens puissent revenir faire l'essai de ces produits-là et que ça se transforme en transaction. Alors, nous allons toutes mesurer ces données-là à la fin pour revenir aux partenaires et leur montrer que ça a été une très bonne opération. L'autre élément que je voulais vous montrer, c'est le Aime ton cinéma. Vous avez entendu parler des difficultés à Québec de voir un film. Donc, les grands distributeurs de films étaient totalement contre l'idée de faire des soirées cinéparcs gratuites au Québec. Supposément parce que ça nuisait aux salles. Alors, nous, on a décidé de faire l'inverse, puis de dire on va approcher des producteurs de cinéma québécois et on va plutôt leur dire faisons la promotion du cinéma québécois et incitons les gens à redécouvrir leur cinéma québécois dans les salles. Alors, on a appelé toutes les salles indépendantes du Québec dans les régions visitées. On a convenu avec eux que ça faisait leur affaire et on incite les gens à aller dans leur petit cinéma local ou leur grand cinéma local, dépendamment des régions, pour redécouvrir le cinéma québécois. Et on a beaucoup de bandes annonces en amont sur les différents films à l'affiche. Alors voilà, je vais vous présenter rapidement ici, je ne sais pas si je pense que je dois mettre ici Same as a System, voilà. Je vous présente une petite vidéo de 30 secondes qui vous résume un petit peu l'ambiance de tout ce que je viens de vous parler. Alors voilà, merci à vous et puis bien au plaisir de vous voir dans un stationnement près de chez vous. Merci Jean-François, c'est super apprécié. Nadine, tu es toujours avec moi aussi? Je crois que Nadine... Oui, parfait. OK, N5, parfait. Bon, écoutez, c'est le moment des questions. J'ai vu 2-3 questions dans le Q&A de Zoom, mais si quelqu'un souhaite en rajouter, il y a juste à me chatter, je vais les poser au fur et à mesure. La première question, ça va être du côté de Nadine, mais Jean-François, je t'invite à compléter si tu veux. Ça vient de Patrice. Puisque nous sommes dans une conférence de commandite, Guylaine, pouvez-vous nous dire si vous avez réussi à satisfaire vos commanditaires de façon à ce qu'ils honorent pleinement leur commandite? Tu nous as beaucoup parlé de tes partenaires du genre Radio-Canada, la presse ou d'autres, mais est-ce que vous avez des commentaires, des commanditaires qui, eux, étaient en mode « Bon, je ne suis pas certain de la nouvelle idée, est-ce que je vais mettre 100% de l'argent que je vous avais déjà proposé, etc. » Non, ben oui, on a gardé notre commanditaire présentateur, c'est l'Auto-Québec, qui avait décidé de toute façon de conserver la commandite qui nous accordait pour cette année. C'était une entente de quelques années. Et puis, à ce moment-là, quand on a développé le produit, on s'est rapproché d'eux pour voir comment on les intégrait dans cette nouvelle version. Et puis, ils ont été entièrement ravis, très, très satisfaits qu'on ait redonné vie à une activité dans cette situation-là. Ça, c'est notre principal commanditaire. Radio-Canada, c'est des partenaires, mais c'est aussi un commanditaire qui était très, très satisfait aussi. Est-ce que ça répond? OK. Oui, parfait, parfait. Pour vrai, tu as tout à fait raison. C'est super intéressant. La seconde question que je t'apporterai encore pour Nadine, Jean-François, il y en a pour toi aussi, pas de stress. Tu nous mentionnais que tu ne pouvais pas annoncer l'événement, bien entendu, parce que ça allait créer une forme de rassemblement dans des endroits précis. Est-ce que vous avez néanmoins calculé les personnes qui étaient présentes à chacun de vos événements pour déterminer, bon, la formule de cette année,
bien que différente de l'année dernière, a quand même attiré X, Y nombre de personnes. Attends une minute, ça a gelé, puis j'ai perdu la question. Excuse-moi. Je sais que vous ne pouviez pas annoncer d'avance vos différents événements éphémères pour ne pas générer de rassemblement. Mm-hmm. Est-ce que vous avez quand même calculé le nombre de personnes qui étaient présentes ou d'engagements pour bien valider que le nouveau modèle que vous avez utilisé était quand même super intéressant en ce terme de retour sur investissement? Oui, tantôt, j'ai réalisé que j'avais oublié de dire combien de personnes on avait rejoint physiquement sur le site. C'est très peu. Il y a quand même eu 6200 personnes. C'est peu par rapport à 400 000, tu sais. Mais ça, c'est les personnes qui sont venues ou qui étaient là. Maintenant, on n'a pas toutes les retombées encore, ni le nombre de personnes de visionnement sur Radio-Canada. On n'a pas tout ça, mais c'est sûr que ça ne peut pas être, pour dire est-ce que c'est une activité pérenne, ça ne peut pas être une activité pérenne telle qu'elle. Parce qu'on ne pourrait pas continuer à faire des choses sans pouvoir annoncer les gens. Peut-être que l'année prochaine, ce sera à moitié. Mais en tout cas, le but, c'est vraiment de rassembler plein de monde dans les rues. Tu sais. Alors, on ne pourrait pas, c'est sûr, satisfaire nos commanditaires à long terme de cette façon-là. Par contre, il y a le modèle numérique télévision qui, lui, est intéressant à développer. Puis ensuite, il ne faut pas oublier que dans cette version-là, il n'y a aucun spectacle en salle. Alors, ça, c'est l'essence même du festival. On présente des spectacles en salle, on fait venir des compagnies, on vend des billets pour ces spectacles-là. Donc, c'est sûr qu'on va retourner à un moment donné à ce... On se le souhaite. Oui. Ça va venir. On ne sait pas quand, mais ça va venir. Ça commence. Ça commence déjà. Là. Il y a des spectacles avec moins de spectateurs. Donc, j'ose espérer qu'on est sur la bonne voie. Mais ça fait partie du concept. On ne pourrait pas ne faire que ce qu'on a fait. Je pense qu'on a des apprentissages. Comme je disais, on a appris, on a exploré, puis on va se servir de ça pour continuer à se projeter dans l'avenir. Mais ça ne peut pas être tel quel, ce modèle-là. Parfait. J'en ai une seconde de Éric. Je vais un peu la reformuler, à savoir, vous aviez déjà des partenaires, de gros partenaires. Est-ce que vous avez aussi pris le temps d'aller chercher de nouveaux partenaires ou d'essayer de tâter le terrain vers de nouveaux commanditaires? Puis c'était quoi un peu leur réponse si vous avez essayé? Non, c'était vraiment pas le moment pour faire ça. Là. Puis on était dans le très, très court terme. Et je pense qu'il n'y avait pas tout le monde. Nous, on était dans le court terme, mais les autres compagnies aussi, les commanditaires aussi. Alors, c'était pas le moment. Donc, c'était de travailler avec les commanditaires qu'on avait, ceux qui pouvaient nous suivre et nous accompagner. Mais on n'a pas. C'était pas le moment. Et on n'avait pas le temps non plus. Là. OK, parfait. Dans notre cas, Luc. J'allais revirer vers toi, Jean-François. Oui, mais dans notre cas, en fait, la situation est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on n'avait aucun commanditaire, on n'avait rien. Donc, en ayant un détaillant, ça donnait un argument commercial plus favorable. Oui. Alors, on est allé nous chercher. En fait, ça a pris littéralement 197 pitchs à différents manufacturiers et tout. J'ai passé l'été à faire ça. Pour être capable d'aller chercher parfois des dollars qu'eux appellent trade, où là, c'est vraiment pour des promotions en magasin. Là, je parlais aux ventes. Puis, des fois, c'était vraiment le marketing. Puis, des fois, c'était les affaires corporatives. Alors, on s'est promené dans plein de départements comme ça. Puis, on allait un peu selon les besoins. Alors, c'est pour ça qu'on a été un peu créatifs. Voyez-vous, comme, mettons, Goldfish, là, les petits biscuits. Ben là, eux, ils voulaient que ça soit un peu plus à la façon d'un stunt. Donc, non, on fait tirer à chaque soir une brouette pleine de Goldfish qu'on va vider dans le coffre d'une voiture gagnante. On essaie de rendre des façons... On a été créatifs sur la façon d'intégrer les commanditaires. Puis, ça nous a permis d'aller chercher au-delà de 7 chiffres en termes de budget pour nous permettre de faire cet événement-là pleinement. Puis de pouvoir le faire bien sans non plus tourner les coins ronds. Puis au point de vue de la satisfaction des commanditaires, ben voyez-vous, les sondages en date de ce matin, de tous les gens qui sont venus à notre événement, ben 96% des participants se disent très satisfaits de leur expérience, ce qui est formidable. Et 94% disent absolument revenir l'année prochaine, vouloir revenir. Donc, ça aussi, ça va nous aider à sécuriser des partenariats, à montrer l'attrait et l'importance qu'ils ont eu là-dedans de faire partie de cette expérience-là.
Ouais, vraiment, l'année 2 va être super intéressante. Puis je continue un peu avec toi. Mettons le cinéparc en 2021. Là. Il va probablement être là, je dis n'importe quoi, là, mais il va probablement être à côté de potentiellement Oshéaga ou d'autres événements qui vont commencer à revenir. Est-ce que tu crois que votre formule va s'adapter à ça ou le cinéparc métro, vous allez le garder comme une propriété de métro qui va continuer des tournées puis qui va grandir en ce sens? Peut-être que l'année prochaine, ça va être des shows d'humour. Peut-être que l'année prochaine, la formule va être un peu différente, hybride dans des voitures puis extérieur des voitures. Je te dirais que ça va rester cinéma. Ça va Ouais. rester parce que c'est léger. C'est pas lourd, c'est pas un spectacle, c'est plus facile à transporter. Ouais. Puis également, encore une fois, je vous dirais qu'on a à peu près 70% de l'argent et des partenariats qu'on est allé chercher parce qu'on est proche d'une occasion d'achat. Ouais, Donc, c'est très cool, ça. Très cool. sans trop le savoir, au moment où l'idée est sortie, c'est un peu la magie. Ouais, Donc, ouais. ça devient un sampling programme, un programme d'échantillonnage, mais magnifié à la façon d'un cinéparc. Ouais, c'est vraiment intéressant. Mm. Là, je t'adresse c'est une question piège que j'aurais, et pour toi et pour Nadine. Vous avez créé 2 événements super cool, vraiment innovants, basés sur le COVID-19 qu'on n'aurait pas vu nécessairement s'il n'avait pas eu la pandémie. L'hiver arrive. Est-ce que vous pensez que vous allez potentiellement continuer de créer des choses durant l'hiver ou pas nécessairement? On est en mode, c'est vraiment l'été, puis l'hiver, on hiberne. Je dirais que non, on est déjà sur le cas de créer de nouvelles propriétés qui vont peut-être être moins grand public, mais ça force la créativité là, à un moment donné. Alors, on est en train de créer des choses pour le temps des fêtes, de façon à ce qu'on puisse garder ce contact-là avec les partenaires. Il faut savoir que, inévitablement, nous, ça nous a forcé à faire un travail de développement d'affaires sans précédent. 197 entreprises au Québec qu'on approche et tout, là, ça nous a ouvert un réseau très favorable. Alors, tout d'un coup, on les a entendus aussi sur leurs besoins, puis là, on essaie de prendre ces contraintes-là, puis de créer en fonction de ces contraintes-là, plutôt que ça soit vraiment spontanément de notre fond intérieur. Là. Ben nous, on va travailler. C'est sûr que je n'étais pas certaine de bien comprendre la question. C'est sûr qu'on ne fera pas complètement ça, on ne fera pas d'événement pendant l'hiver. Mais il y a l'ATU, par exemple, qui est le maître d'œuvre qui vit, là, qui commence déjà sa programmation, mais complètement ça, qui est déjà à pied d'œuvre pour l'année prochaine, pour voir, puis on va sans doute développer, dépendant de l'évolution de la situation, différents scénarios. Et à partir de ce qu'on a fait et qui a marché, oui, on va développer, on va aller voir des partenaires, c'est sûr qu'on va tabler là-dessus. Oui, parce que c'est vraiment cool. C'est vraiment cool votre aspect numérique que vous avez trouvé avec la série. C'est vraiment intéressant puis c'est très innovant. C'est pas en mode on va juste faire un zoom virtuel de pièces de cirque. Là. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais on voulait trouver une façon aussi, et ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, trouver une façon de rendre le cirque intéressant à la télé. C'est pas juste un numéro parce que la peur n'est pas la même, tu sais. Mais on a trouvé une façon, comme il y a une histoire, et je vous invite à y aller parce qu'il y a des images vraiment très, très impressionnantes. Alors, je pense que c'est une façon d'amener le cirque à la télé. Alors ça, on va continuer à travailler là-dessus, à développer. Ça l'amène vraiment ailleurs, effectivement. J'avais on va se quitter là-dessus. Je vous remercie à vous deux. Avant qu'on se quitte, Jean-François, j'avais une question un petit peu plus précise et tu te sens à l'aise de répondre ou pas. On avait une question dans notre Q&A qui demandait c'était quoi un peu l'argent en commandite que vous avez réussi à accumuler. Je t'ai entendu dire 7 chiffres. J'ai peut-être mal compris. Est-ce que tu veux t'étaler là-dessus ou c'est une question qui est un peu plus touchée? Non, écoutez, il y a des partenariats, il y a des commanditaires qui ont mis 180 000, 200 000 pour avoir leur partie de chaîne dans l'opération. Puis, il y en a qui ont mis 10 000. Donc, on avait beaucoup de pouvoir mettre un produit dans le sac après, ça vous donne une idée du genre de partenariat. Donc, d'aller chercher un budget qui est sur la ligne du million, ça a demandé quelques bons chunks, c'est sûr, mais après, pour compléter,
C'est pour ça qu'on a été créatif sur comment on peut activer des marques à notre événement, parce qu'on se disait, OK, il nous manque 40 000, à qui on peut vendre le 40 000 et ce serait quoi son intérêt? T'sais? Puis on ne peut plus les mettre dans les pamphlets, on ne peut plus les mettre dans les posters qu'on met en magasin. Alors, il faut trouver quelque chose qu'on peut gérer nous-mêmes à l'événement. Fait que c'est comme ça on s'est forcé à trouver des façons, comme l'idée de Goldfish, je vous dis, là. Avec la brouette, par exemple, on en a 4-5 autres comme ça, là, où on fait des concours, des choses comme ça live, de façon à ce qu'on puisse aller chercher les partenariats. À chaque fois. Parfait. Ben, écoute, je te remercie. C'est super transparent de ta part, de ta part d'avoir partagé ça. Nadine, Jean-François, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Sachez que chacun des participants va recevoir, par exemple, Nadine, le lien vers la série télé, la série sur tout.tv, pardonne-moi, et les informations s'ils veulent en savoir plus avec vous. Je ne sais pas si vous voulez conclure 1 minute rapidement sur comment le COVID-19 va nous faire chier, pardonne-moi le terme, dans la prochaine année. Je commencerai par Nadine. Je ne sais pas. Je pense que, comme je l'ai dit, c'était une expérience formidable. Et puis, on va tabler là-dessus. On va se servir de ces apprentissages-là. On espère qu'on va pouvoir se projeter davantage, comme on le fait d'habitude, de retrouver notre festival, puis d'intégrer ce qu'on a développé, puis ce qui a porté ses fruits. Maintenant, il faut être ouvert, il faut être à la fois audacieux, innovant, et puis s'adapter, avoir une grande faculté pour s'adapter, et puis on ne sait pas, on espère que ça va bien aller, puis on va vivre avec, puis on va se réinventer. J'aime pas le mot, il a été trop galvaudé, mais on va se projeter. On va se projeter, on continuer d'être audacieux, innovant et d'aller vers les gens, d'aller retrouver les gens, de travailler avec nos partenaires pour créer ce lien avec le public. Merci. Et toi, de ton côté, Jean-François? Moi, c'est très simple. En fait, on ne pourra pas être complaisant. Je pense que ça nous ramène à des choses beaucoup plus à court terme. On n'a pas les moyens d'attendre au mois de mars pour qu'il soit passé quelque chose. Je pense qu'on a besoin d'agir maintenant. Puis l'esprit entrepreneurial va gagner. C'est les gens qui sont en attente du marché, ça n'arrivera pas. Je pense qu'on a besoin de faire confiance à nos instincts, à nos idées, puis de dire allons-y. Puis si on se fait dire non 196 fois sur 197, un jour on va y arriver. Merci beaucoup. Je m'excuse. Je viens d'apprendre que ça fermait à 11h pile, fait que je ne veux pas être bête avec personne. Je vous remercie beaucoup, beaucoup à vous deux. C'est super apprécié. Puis je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci vraiment beaucoup encore pour votre temps. Plaisir. Merci.